Amis fidèles téléspectateurs de Télé-École, nous sommes actuellement à la librairie Claire Afrique à la présentation de deux livres. Génie petite fille du Bénin, les comètes de Ossaova. Deux livres qui sont le produit d'une grande écrivaine béninoise, Madame Eugénie d'Ossaova. Le premier relate l'histoire d'une fille qui a rencontré de nombreux obstacles dans sa vie d'écolière. Le second est tiré d'un drame. Comprenez par là d'une histoire vraie survenue en 2015 au Bénin. Télé-École pour vous plonger au cœur de cette histoire, au cœur de ces histoires, au cœur de ces chapitres avec cette cérémonie de présentation de ces deux livres. C'est sur Télé-École et c'est maintenant. Télé-École, la première télé 100% éducation, la première en Afrique, au Sénégal. Nous vous remercions vivement. C'est une cérémonie de présentation de livres et nous allons essayer de respecter cette tradition. Ça sera une cérémonie sobre qui va être articulée en 3 points. Le premier point, dans le premier point, nous allons présenter l'auteur. Ensuite, nous allons lui donner la parole pour un discours d'usage, dans lequel discours il va exposer un certain nombre d'idées, notamment des recommandations par rapport à ses ouvrages. Ensuite, en troisième point, nous allons donner la parole au public et ceux qui voudront bien poser des questions les poseront. Ceux qui voudront aussi apporter des contributions le feront. Voilà donc en 3 points résumés l'essentiel de ce que nous allons faire au cours de cette rencontre. Avant de commencer par le premier point, qui consiste à présenter l'auteur, je vais me présenter moi-même. Je suis Demba Gueye, je suis docteur Demba Gueye. Je suis enseignant-chercheur à l'université, à la faculté des lettres et des sciences humaines, où j'enseigne l'analyse du discours. J'ai un certain parcours qui m'a permis de m'intéresser à tout ce qui touche le scolaire. Parce que vous allez voir que ces manuels, c'est plus orienté vers le scolaire. Je ne veux pas anticiper sur le contenu de son discours, mais je m'intéresse à ça parce que j'ai fait un parcours qui touche aussi l'enseignement moyen, l'enseignement secondaire, mais également l'enseignement élémentaire. Ayant été instituteur, ayant été professeur au lycée et au collège, mais également ayant été inspecteur de l'enseignement. C'est maintenant que je suis à l'université et donc je m'intéresse à tout ce qui se fait encore dans ces niveaux. Pour commencer, Eugénie d'Ossa est née en 1946 à Cotonou au Bénin. Elle est une femme très active qui reste une référence aussi bien pour les femmes de son pays, mais également pour les femmes de toute l'Afrique. Scolarisée tardivement après l'âge de 8 ans, ce qui arrive souvent en Afrique, c'est mon cas, parce que j'ai été scolarisé également vers 8-9 ans. Elle donc a été scolarisée tardivement à 8 ans parce qu'elle aidait sa mère à vendre sur les marchés de Cotonou. Son rêve a toujours été de faire des études et d'aller le plus loin possible. Arrivée en France en 1970, après son bac et le diplôme universitaire d'études scientifiques d'IES au Bénin, elle a eu le brevet de technicien supérieur en analyse biologique à Paris en 1973. Puis, elle a travaillé jusqu'en 1990 dans les laboratoires d'analyse biomédicale de la région parisienne en élevant en même temps ses 3 enfants. C'est important à noter. Elle a ensuite repris ses études pour être ingénieure en biotechnologie à l'université de Rennes, suivie
d'une attestation en agrégation en biologie dans la même université en 1996. Parallèlement à son travail dans les laboratoires d'analyse biomédicale, elle était directrice adjointe d'un centre de recherche à Paris jusqu'en 2007. Elle obtient son diplôme universitaire de psychologie interculturelle à l'Université Paris 6 en 2005. À la retraite depuis 2011, elle a fait de la scolarisation des filles son principal combat. Car c'est un moteur de développement économique pour nos pays. La question de la scolarisation des filles. Je répète, elle en a fait son combat parce que cette question est un moteur de développement pour nos pays. Elle a défendu cette cause aux tribunes des Nations Unies à New York en 2011 lors de la 55e session de cette instance sur la place de la femme dans la société. Chercheuse indépendante en sciences politiques et sociales, elle fait des conférences à travers le monde sur les sujets variés allant de l'esclavage à la santé des populations en passant par la paix. Aussi donc traite-t-elle des sujets suivants: les conséquences traumatiques de l'esclavage. Elle traite de cette question. Elle traite également des drames du glissement de l'esclavage vers le colonialisme et le néocolonialisme, dans les provinces de la France ainsi que dans plusieurs pays européens. Grande-Bretagne, Belgique, Suisse, Suède, Autriche, Allemagne et aussi à Costa Rica. Elle traite également des ravages du racisme dans les pays esclavagistes et colonialistes, malades de leur passé non soldé, comme la France, la Grande-Bretagne et j'en passe. Mais Madame Dossa traite aussi du droit des peuples à la paix. Et elle traite cette question en la défendant aux tribunes des Nations Unies de l'UNESCO à Paris en 2014. Et donc, elle a pris la parole à la tribune de l'UNESCO à Paris en 2014 pour défendre la question des droits des peuples à la paix. Elle traite également des droits des enfants de la rue, qu'elle a brillamment défendu lors d'un colloque à Paris sur les enfants invisibles dans la société en 2015. Mais Madame Dossa traite aussi des violences faites aux femmes. Lors des commémorations du 8 mars à travers le monde, elle a défendu cette question en France, elle l'a défendue au Sénégal en ayant pris la parole, elle l'a défendue à Madagascar, elle l'a défendue à la Nouvelle-Zélande, mais également en Europe du Nord. Psychologue interculturelle et généticienne, les révélations de la mémoire cellulaire constituent désormais pour elle un moyen efficace grâce aux conférences pour aider les afrodescendants ainsi que les Africains à sortir de leurs multiples inhibitions liées au passé des ancêtres tragiquement mis en esclavage. Mémoire cellulaire et les souffrances des afrodescendants a fait l'objet de plusieurs interventions dans les anciennes colonies maintenues sous domination par la France et aussi au Brésil, dans les États de Pernambuco et de Bahia en 2017 et en 2019, puis à Paris en juillet 2021. Consultante en gouvernance, elle est souvent sollicitée pour la vérification du respect en genre des élections dans certains pays à risque. Écrivaine, et donc c'est le sujet qui nous réunit aujourd'hui. Elle a publié Génie Petit Ange, Sorcier du Bénin, Les fabuleux destins de Génie, autre publication. Au niveau du fabuleux destin de Génie, vous avez 2 tomes, des tomes qui constituent son autobiographie. Il y a également La puissance des liens invisibles, que vous pouvez toujours voir au niveau de l'exposition. Et les petits secrets de la vie. Puissance des liens invisibles et les petits secrets de la vie. Voilà le titre. Je répète, La puissance des liens invisibles
et les petits secrets de la vie, qui constitue un essai sur le développement personnel. Il y a également les comètes de Sohava, qui est un genre nouveau. Elle vient de publier sur les traces d'Ésope, autre publication, qui est un conte du Bénin et d'Afrique. Elle est également membre du comité scientifique de l'Association panafricaine pour le partage du savoir, APPS à Paris. Elle est membre de la Ligue internationale de femmes pour la paix et la liberté. Membre de Médecins du monde. Elle aime les danses nationales et bien d'autres, ainsi que la natation qu'elle pratique pour son plaisir. Voilà, Madame Dossa, en résumé. Une présentation n'est jamais exhaustive. On a dû élaguer un certain nombre de choses parce qu'elle a une vie remplie. Une vie remplie que nous, autres, qui sommes en train de suivre ses pas, nous sommes déjà en train d'envier. Nous lui souhaitons longue vie pour qu'elle puisse continuer à mener le combat qui est le sien. Voilà, je vous remercie. Salam alaikum. Nagandef. Mesdames, Messieurs, chers enseignants, chers invités, soyez les bienvenus à la librairie Claire Afrique, Cheikh Anta Diop à Dakar, pour la promotion des livres que nous organisons ce jour. Jenny Petit Ange du Bénin est devenue Jenny Petite Fille du Bénin sur les recommandations des responsables des programmes scolaires. Parce que j'ai posé ces deux livres, Les comètes de Sohava et l'autre, pour le programme scolaire. J'ai reçu une attestation déjà et en attendant la fin du processus, je vais au contact des parents d'élèves et des enseignants pour leur montrer l'importance de ces deux livres. Comme vient de le dire le professeur Demba, j'essaye de faire de mon mieux pour que les dirigeants de nos pays comprennent où se trouve le blocage du développement de nos pays. Nos pays sont indépendants depuis 1960, mais si on regarde par rapport, en comparaison d'autres pays, on voit que les pays africains, surtout francophones, font du surplace et qui n'avancent pas reculent. C'est vrai que je fais des conférences. Le professeur Demba vient de le dire, mais j'ai pensé que écrire me permettrait d'atteindre beaucoup plus de personnes que les gens qui remplissent les salles de conférence. Ma décision d'écrire ces deux livres vient d'un constat donc, de la situation de nos pays d'Afrique francophone en particulier. Du point de vue de leur non-développement et de l'absence des femmes dans les sphères de décision de nos pays, liées à la non-scolarisation suffisante des filles qui deviennent femmes, épouses et mères. Ce constat du non-développement de nos pays ne préoccupe pas que moi. Ce constat préoccupe, je suis sûre, de nombreuses personnes d'autres que moi et vous qui êtes présents aujourd'hui à cette présentation. Ce qu'on peut noter avant les indépendances et qui se poursuit à nos jours, c'est l'analphabétisme qui sévit dans nos pays d'Afrique. Au Bénin, par exemple, le taux d'analphabétisme est de 70%. Du coup, qui sont ceux qui sont concernés par la gestion
publics de la vie. Les analphabètes sont les oubliés de nos sociétés. Ils sont marginalisés. On les trouve en majorité dans les zones rurales, où on ne va les voir que pendant les élections, parce qu'on a besoin de leur voix, ou aussi pour payer les impôts. Donc, ils ont des devoirs, mais leurs droits sont où? Le deuxième constat est la non-scolarisation systématique et obligatoire des enfants, ainsi que l'absence d'apprentissage pour les jeunes. La non-éducation suffisante des filles qui deviennent, comme je l'ai dit tout à l'heure, des femmes, des épouses, puis des mères. En plus de ça, il faut ajouter la création et la construction de nombreuses églises et mosquées, contrairement à ce qui devrait être. On devrait avoir plus d'écoles que les églises et les mosquées. C'est comme ça que les pays avancent. Mais nous, on avance à l'envers en Afrique. Dans certains pays, comme Madagascar et le Bénin, il y a une église maintenant par quartier. Et les enfants sont pris de bonheur pour être marinés dans la réflexion religieuse. Et ils ne sont pas à l'école. Or, pour diriger le pays valablement, il faut mettre la jeunesse à l'école dès le bas âge pour progresser. À la fin, c'est toujours les mêmes qui font un mandat, 2 mandats, 3 mandats, 5 mandats, 7 mandats et qui restent au pouvoir 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et on ne prépare pas la relève d'une aucune manière. C'est toutes ces raisons qui font qu'on n'avance pas. Pendant ce temps que nous, on fabrique des pasteurs en pagaille, on fabrique les imams, d'autres fabriquent des ingénieurs qui développent leur pays par la technique et la technologie, les nouvelles technologies. Et nous, on est là à fabriquer les pasteurs et les prêtres et les imams. Voilà les raisons pour lesquelles on n'avance pas. Donc, il y a quelques pistes de solutions. Ce n'est pas tout. Dans la salle, tout à l'heure, vous allez prendre la parole et compléter les idées qui seront avancées. Les statistiques réalisées au Tchad, en Afrique centrale, dans les années 2000 déjà, au moment où j'ai assisté en 2011 à la conférence internationale sur les conditions des femmes à l'ONU, les statistiques réalisées par les Tchadiennes avant d'arriver à cette conférence ont donné que lorsque les femmes ont fait des études jusqu'au bac, il y a 50% d'élèves qui progressent. Et 31% d'enfants progressent lorsque leurs mamans ont été jusqu'au BPC. Et 20% d'élèves essayent de progresser. Ce sont ceux dont la mère n'a pas été à l'école. Pourquoi ça? Parce que la maman, pour l'éducation de l'enfant, est plus en contact avec l'enfant que le papa. Le papa est présent, mais l'enfant est plus entre les mains de la maman que le papa. Donc c'est elle qui retransmet. Elle retransmet les valeurs de la société, elle retransmet le savoir. Et quand elle a fait des études un peu, elle surveille les études de l'enfant. Et elle sait que l'enfant doit faire ses devoirs, apprendre ses leçons. Mais quand elle n'a pas été à l'école, il y en a qui ne voient même pas l'importance de l'école. D'où, dans les établissements scolaires, quand on convoque les parents d'élèves pour des réunions, il y a des mères qui ne comprennent pas pourquoi. Nous avons parmi nous des directeurs d'école qui vont prendre la parole tout à l'heure pour compléter cette idée que j'envoie. Donc, l'importance pour les élèves de prendre les études au sérieux dépend pour beaucoup du niveau des parents et de la maman en particulier.
Car ce sont les femmes qui éduquent le plus les enfants et par conséquent leur transmettent le plus de valeurs de la société. L'individu de demain se forme dans sa petite enfance par les personnes qui en ont la charge, en particulier la mère ou la personne de substitution. C'est la raison pour laquelle mon plaidoyer porte sur la scolarisation des enfants et l'apprentissage des jeunes, mais surtout sur la scolarisation obligatoire et gratuite pour les filles. Dans plusieurs pays, on m'a dit qu'on n'a pas d'argent pour rendre l'étude, la scolarisation gratuite. Mais cette mesure est réalisable. Il suffit d'une volonté politique. C'est un choix. D'autres pays ont fait ce choix et sont en avance sur nous maintenant. Donc, c'est une mesure qui est réalisable par une volonté politique de privilégier le budget de l'éducation sur celui de l'armement et des bombes, par exemple. Les armes que nos pays achètent servent à tuer le peuple au lieu que cet argent serve à développer l'éducation pour nous faire avancer. Donc, il y a 3 espaces d'éducation. Il y a la famille, il y a l'école et il y a la rue. La famille, il y a des lois maintenant qui sortent. Si on donne la fessée à un enfant, il peut appeler la police. Donc on décourage les parents pour continuer à éduquer comme nous, on nous a éduqués dans le passé. Pareil pour les enseignants. Si on donne une punition à un élève, on peut être sanctionné. Donc on décourage les enseignants. Conséquence, les enfants sont libres. Mais ils sont libres pour faire quoi? Ils n'ont plus la pression d'étudier, ils n'ont plus la pression de l'excellence. Donc, ils vont droit dans la médiocrité. À la fin de l'année, le résultat est négatif. Donc, il y a un sursaut que nous devons opérer. Et ce sursaut peut venir des parents d'élèves en soutien aux enseignants qui sont désemparés, qui sont désarmés pour encadrer les élèves. Le fait que les professeurs, nos enseignants, soient stricts et sévères a fait que nous avons travaillé et réussi. Mais maintenant que les enseignants sont désarmés, ils sont désarmés de 2 manières. De ne pas punir les enfants et de ne pas les valoriser eux-mêmes, les enseignants. Toujours. Donc, sans école ni formation, les filles n'ont aucune chance d'accéder aux sphères de décision ni les cadres de représentation de la société comme les garçons. Nous sommes au XXIe siècle et plus de 132 millions de filles ne sont toujours pas scolarisées selon les chiffres de l'UNICEF. Et ça va en augmentant. La thèse empirique selon laquelle les filles sont moins intelligentes que les garçons a déjà été invalidée par la découverte de l'ADN. Sur l'ADN, on n'a pas trouvé les séquences d'intelligence. Filles et garçons naissent pareil. Si on donne aux filles les moyens de développer leur intelligence, elles vont... Vous avez vu des femmes, pas que africaines, mais aux États-Unis, les Noirs, les femmes, elles font partie des chercheurs qui découvrent plein de choses. Si on donne les mêmes chances aux garçons et aux filles, on aboutira au même résultat. Car tous les êtres humains naissent avec les mêmes capacités intellectuelles dans leur patrimoine génétique. C'est l'environnement donc où ils évoluent qui leur permettra de développer ou non cette intelligence, qu'ils soient garçons ou filles. Autrement dit, c'est l'épigénétique qui détermine l'avenir des êtres humains. Donc celui des filles aussi et non la génétique. Je vous donne la différence entre l'épigénétique et la génétique. La génétique, par exemple, c'est la couleur de peau. Et les femmes noires qui mettent des produits pour blanchir, quand elles n'ont plus d'argent pour acheter le produit, elles redeviennent noires. Ça, c'est la génétique.
Les cheveux sont crépus. On les défrise. Mais quand ils repoussent crépus. C'est la génétique. La couleur des yeux et le type physique. Les Africains sont bâtis d'une certaine manière. Sauf chirurgie pour arranger le nez ou, je sais pas, pour arranger le visage. On est avec et ça ne peut pas disparaître. Ça, c'est la génétique. L'épigénétique, c'est la rétention de l'information extérieure que le corps reçoit. Par exemple, un choc affectif, où que ce soit, en famille, en couple, ou entre amis, ou au boulot, un choc que vous recevez s'inscrit dans vos cellules. Et si vous ne vous débarrassez pas de ce choc, vous allez le transmettre à vos enfants. Mais la différence entre l'épigénétique et la génétique est que quand vous prenez conscience de ce choc que retient votre organisme, qui vous mine, qui vous fait mal, si vous décidez d'en finir, de couper le fil, vous le coupez, vous en débarrassez, vous ne transmettez plus à la descendance. Alors que la génétique se retransmet tout le temps. Le traumatisme que nos parents ont reçu, nos aïeuls ont reçu pendant l'esclavage, est inscrit dans nos cellules. Ils ont été vaincus et ils n'avaient que des flashs, des flèches et des arcs. Les autres, les Arabes en premier, puis les Européens, au moment de l'esclavage, avaient des armes à feu. Ils ont pu vaincre nos ancêtres. Mais les ancêtres ont pensé que c'est parce qu'ils ont la peau blanche. Donc, cette information est dans nos cellules. Ce qui fait que partout où nous passons, même si on fait la queue pour avoir un service, que le noir est déjà là, que le blanc arrive, non seulement le blanc passe devant lui, mais parfois le noir même cède sa place. Parce qu'il croit qu'il est inférieur au blanc. Ça, c'est dans notre cellule. C'est dans nos cellules. C'est comme une inhibition. Nous sommes inhibés par cette information qui est inscrite dans notre mémoire cellulaire. Et le travail des généticiens en ce moment, dont je fais partie, c'est aider les gens à comprendre d'où vient leur inhibition et qu'ils peuvent s'en débarrasser, se libérer de cette inhibition qui nous paralyse, qui nous empêche de nous rendre compte de la force qui est en nous. Donc ça, c'est dans un livre, La puissance des liens invisibles, que je l'ai mis, qui permet aux gens de se faire une autothérapie, de savoir que tout individu, les Africains en particulier, ont un pouvoir personnel de guérison, pouvoir personnel une force intérieure qui nous guide en tout moment et en toutes circonstances. Ne pas croire que si je vais faire un concours avec un blanc, il va passer moi. Non. Parfois, le blanc ne passe qu'avec la couleur de sa peau. La couleur de sa peau suffit pour réussir. Même s'il a un niveau inférieur à vous, la couleur de sa peau suffit pour passer avant vous. Mais c'est à vous de savoir que vous avez une compétence supérieure et montrer que vous êtes capable de gagner ce poste par vos compétences. Si vous abdiquez avant de combattre, vous êtes vaincu. C'est pour ça que souvent, même sur le plan international, cette situation se produit. Dans les instances internationales. En plus, nos gouvernants pensent que les ingénieurs africains n'ont pas la même compétence que les ingénieurs expatriés. Et quand il y a un marché, on l'offre aux expatriés. Eux, ils viennent travailler chez nous. Mais comme ils ne connaissent pas le terrain, ils embauchent nos ingénieurs africains en sous-traitance. Parce qu'ils connaissent le terrain. Il est temps que ça change. Et pour que ça change, il faut que les Africains eux-mêmes prennent conscience de leur force, se battent pour montrer que la vie ne peut pas continuer à marcher à l'envers. Il faut remettre le monde à l'endroit. Et ça, c'est le boulot de chacun de nous.
Il y a un autre point qui a consisté à montrer que vous êtes petit, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Ça, c'est l'information qui va vous permettre de savoir que le continent africain est le plus riche de notre planète. Et que l'humanité est sortie d'Afrique. Et la génétique vient de le montrer. Sur tous les continents, ils ont trouvé des séquences de génétique appartenant aux Africains dans toutes les populations du monde. Ils sont partis d'Afrique. Et ce qui est capital, c'est que ceux qui sont restés, qui ne sont pas partis, ont 20% d'ADN en plus de ceux qui sont partis. Donc ceux qui sont partis ont perdu 20% de leur ADN. Parce qu'ils se sont mélangés à d'autres à l'infini. C'est ça qui fait que quand on a calculé que le corona va vous emporter là, vous n'êtes pas parti. Mais pourquoi vous n'êtes pas? On a dit, ils vont tomber comme des mouches. Ils vont mourir comme des mouches. Ils ne sont pas morts. Et donc, la réflexion est allée dans plusieurs sens, y compris du côté de l'ADN. Et on a trouvé que la résistance naturelle des Africains comporte 20% d'ADN en plus. Ce que les autres n'ont pas. Mais si on ne le sait pas, il faut le savoir. Il faut avoir une conscience de ses propres forces. C'est pour ça qu'on n'est pas tombé comme des mouches, comme ils s'attendaient à ce qu'on tombe. Bon, maintenant, ils vont nous aider et ils vont truquer les tests PCR, là. Ils sont truqués pour montrer que vous êtes quand même malade. Hein, on a trouvé des positifs. C'est les tests même qui sont truqués. Pour vous rendre positif, vous dire, il y a quand même des cas, hein, il y a quand même des morts. C'est des morts provoquées. Pour justifier la théorie que le corona a fait des ravages en Afrique. Bon, bref. Donc maintenant, le relâchement dans l'éducation constaté ces dernières années doit être repris et repensé. Et les parents d'élèves ont un grand rôle à jouer car leur responsabilité va peser dans cette reprise des choses en main par les enseignants qui ont besoin de leur soutien. Pour la reprise des élèves, il faut que parents d'élèves et enseignants travaillent en synergie. Il ne faut plus que les parents aillent taper les enseignants qui donnent de mauvaises notes à leurs enfants. Un enfant qui a une mauvaise note, est-ce que c'est la faute de l'enseignant? Donc il faut chercher la raison à la maison. Maintenant, on pense que l'enfant est entre les mains de l'enseignant, il doit s'en sortir. Mais le travail à la maison est important. Et ça relève de la volonté des parents d'encadrer leurs enfants. Si vous voulez que l'enfant aille loin, il faut l'aider à la maison. Il faut travailler la main dans la main avec l'enseignant et non pas aller le taper quand l'enfant a une mauvaise note. Avant, les parents, il y a des parents, pas tous heureusement, allaient engueuler les enseignants. Maintenant, ils les tapent. Il y a ça aussi en Europe. Hein. C'est partout. C'est partout. Pourquoi? Nos programmes dans les pays africains sont calqués sur les programmes français. Et ça, je m'en suis rendu compte en 2012. J'ai été présenter ce livre à Madagascar pour rentrer dans le programme. Les enseignants étaient d'accord. On m'a dit d'aller voir le ministre qui a en charge l'éducation secondaire technique. J'ai pris une photo avec lui. Hein. Il m'a dit qu'il a des échos du livre, des échos favorables, mais qu'il faut qu'il demande l'autorisation à la France. Et j'ai dit, pardon, monsieur le ministre, il a répété. J'ai dit, je pensais que vous étiez indépendant. Il a dit, oui, on est indépendant, mais les programmes viennent de la France. Ça, c'est Madagascar. Je pense que c'est pareil pour nos pays africains. Hein? On a des rails dont on ne doit pas sortir. Donc, je vais aller directement aux conclusions. Le sous-développement dans lequel végètent les pays du grand continent de notre planète n'est nullement une fatalité.
La pauvreté des populations non plus, puisque l'Afrique est le plus riche continent du monde. Le blocage se situe donc à d'autres niveaux, et plusieurs. L'absence de volonté politique de sortir de cette situation de la part des gouvernants de ces pays, car les moyens pour le faire existent. Le poids des traditions, il y a le poids des traditions qui empêche d'interdire fermement les mariages précoces et de durcir la législation en punissant sévèrement les auteurs de grossesses précoces pour les fillettes mineures. Au Bénin, les cas que je connais le plus, quand on arrête des enseignants qui mettent enceintes les petites filles de 10 ans, ils disent que les filles sont consentantes. Alors, qu'est-ce que la fille de 10 ans connaît à la sexualité pour être consentante dans un rapport sexuel avec son supérieur? C'est l'abus de... Comment on peut dire? L'abus d'autorité. C'est l'abus d'autorité. Parce que la fillette, le maître l'invite à faire un truc qu'elle ne connaît pas, mais elle obéit. Elle obéit. Et il s'en sort une grossesse, on dit qu'elle est consentante. Bon, bref, ça c'est dans les villes. Dans les villages, carrément on les promet en mariage à des hommes qui pourraient être leur grand-père. Et ça, nous on a des exemples concrets, parce que j'ai une association qui travaille sur ça, justement dans le village Soava, il y a des cas concrets. Et si j'ai écrit Soava, c'est parce qu'il y a eu un drame qui s'est produit en 2015. Dans ce village, on donne les filles à marier à partir de 9 ans. Oui, 9, 10. Dès 12 ans, elle est déjà mère de famille. Elle connaît quoi de la vie pour donner la vie? Rien. Mais le monsieur qui la demande en mariage est le plus riche du village. C'est un millionnaire. Il donne l'argent aux parents et il garantit le mariage avec la fillette. Il y a une loi maintenant au Bénin qui dit que pas de mariage des filles avant 18 ans. Mais ceux qui sont riches contournent la loi. Ils donnent des enveloppes pour que ceux qui appliquent la loi ferment les yeux. Pour qu'elles continuent de... Donc dans ce village Soava, il y a des filles qui ont refusé de se marier à 9-10 ans. Elles sont allées, elles ont fait des études, jusqu'en terminale, elles ont eu le bac avec mention. Il y en a 3 qui ont tenu tête à tous les harcèlements, que ce soit des professeurs ou même des garants des traditions qui disent attention, dans notre tradition, à 12 ans, on doit être mère au foyer, des trucs comme ça, elles ont tenu tête. Et le jour où elles ont réussi avec mention au bac, elles ont été chercher les résultats. En revenant sur le fleuve, la barque a chaviré, toutes les 3 sont mortes. Donc les autres filles ont dit, bon, mais ça sert à quoi d'étudier s'il faut mourir après, alors que tu seras heureuse, même si c'est avec un vieillard, tu seras en vie. Donc, j'ai repris ce drame qui n'a pas connu d'écho au Bénin. Pendant qu'on avait un drame national, les journalistes n'ont écrit qu'une ligne sur le drame à l'intérieur des pages de leurs journaux. Donc j'ai dénoncé ça à la télé. Parce que le jour où le drame s'est produit, on fêtait l'anniversaire de la mère d'un ministre. Donc l'anniversaire de la mère d'un ministre passe avant ce drame national. C'est des choses comme ça qu'on fait dans nos pays qui font qu'on n'avance pas. On ne connaît pas la priorité. On ne sait pas ce qui est principal par rapport à ce qui est secondaire. Donc, le fait de calquer, par exemple, nos études sur ceux de la France ne nous avance pas non plus, puisque par rapport au classement de l'OCDE, la France est maintenant 25e sur le plan international. Et nous entraîne avec elle, puisque nous sommes accrochés à la France. Son programme fait que il n'y a pas de progrès. Les étudiants sont formés,
mais sans déboucher, encore plus grave en Afrique, puisque les programmes d'études ne correspondent pas aux réalités de nos pays africains. Par conséquent, nous devons aider nos dirigeants à comprendre qu'il faut qu'on décroche de la France. Ce n'est pas facile, parce qu'on m'a dit qu'il y a d'autres qui payent pour que ça continue. Et on va voir nos enseignants, nos dirigeants pour leur dire c'est bon comme ça, il ne faut pas changer. Et nous, les chercheurs, qui trouvons les causes de notre retard en Afrique, on pense et on agit dans l'intérêt de nos peuples africains. Même parmi nous, il y a des gens qui reçoivent des enveloppes pour changer de discours. On fait des recherches. On trouve les mêmes causes, mais pour se battre, pour faire admettre, il y a des gens qui reçoivent des enveloppes pour décrocher. Et ils reçoivent. Et dans les conférences internationales, il y en a qui viennent me voir. Oh, Madame Doucia, vous êtes courageuse. On a trouvé les mêmes choses que vous, mais on est payé par eux. Alors on ne peut pas le dire. Moi, je ne suis payé par personne. Je fais mes recherches de ma poche. Donc je publie mes recherches, les résultats pour faire avancer nos pays, pour faire avancer l'humanité. On ne peut pas vivre tout le temps sous l'emprise de l'argent. On ne peut pas. C'est pour ça que je me bats. Pour terminer son discours, et rapidement, donc il y a la question de la dévalorisation et le mépris des enseignants qui compte pour beaucoup dans leur motivation à transmettre le savoir et le savoir-faire. Puisque d'autres pays qui ont réussi leur développement ont procédé autrement. C'est le cas de la Corée du Sud, où l'éducation est érigée au rang de la religion. C'est une problématique importante. Je vous remercie d'avoir évoqué, parce que je l'évoque souvent. Je donne souvent l'exemple des pays comme la Corée du Sud, je donne l'exemple du Japon également, le Cuba, où l'éducation est véritablement une religion. En Corée du Sud, que vous avez évoqué, il est plus difficile d'être enseignant que d'être magistrat. Il est plus difficile d'être enseignant que d'être n'importe quel autre, d'occuper n'importe quelle autre fonction de l'administration. Ils sont les plus payés. Les mieux payés également. Vous allez en Allemagne, l'enseignant est le mieux payé. Résultat, l'Allemagne est la première puissance économique en Europe. La Corée du Sud est la première puissance économique en Asie du Sud. Voilà des exemples. Ce petit pays qui mesure les aptitudes des élèves de 15 ans en matière de lecture, mathématiques et sciences occupe le premier rang, loin devant la France qui pointe au 25e rang. C'est également en Corée du Sud que les enseignants sont les mieux rémunérés que tous les fonctionnaires, car ce sont eux, je ne l'avais même pas lu, ce passage avant d'anticiper sur le commentaire. Car ce sont eux qui ont en charge la formation des enfants qui sont l'avenir du pays. C'est également le cas de Cuba, qui fait de l'éducation une priorité. L'éducation à Cuba est un exemple pour le monde, a déclaré l'UNESCO, qui s'est appuyé sur les indicateurs qui mesurent la qualité, la première enfance, le primaire, les jeunes, l'alphabétisation des adultes et l'égalité entre les sexes. Je vais vous dire une chose. La question de l'éducation dans la francophonie est un leurre, c'est véritablement un leurre. Nous sommes très en retard par rapport aux pays anglophones. Très, très en retard. Tout récemment, vous avez entendu le classement de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est la première université. Ils ont dit quoi? Première université africaine. Mais ils n'ont pas dit francophone. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar est loin derrière les universités du Ghana, de l'Afrique du Sud, de l'Égypte. Vous voyez qu'on nous cache des choses. Et le véritable problème, c'est le français. Quoi dans le français? Il y a des choses qu'on ne révèle pas. Le programme scolaire, depuis le préscolaire jusqu'à l'université. Il y a un enjeu important à changer les programmes, à revoir les programmes pour avancer. Et voilà toutes ces questions, Mme Dossa les évoque. Cuba, dont les efforts datent de 1961,
s'est hissé à la première place des pays en développement, car sa constitution a gravé dans le marbre le droit de chaque enfant de Cuba de recevoir une éducation primaire et secondaire gratuite et de qualité, mais surtout obligatoire. Ça, c'est une question importante. L'obligation scolaire, c'est érigé en règle également dans ces pays. Au Sénégal, c'est écrit noir sur blanc que la scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans. Le texte existe. Comme en France. Le texte existe, mais personne ne l'a jamais appliqué. Le matin, quand je me lève pour aller travailler, soit pour aller à l'université, pour aller ailleurs, je rencontre souvent des enfants dans la rue pendant que les autres sont en classe. Il faut faire attention, juste une petite attention, quand vous sortez le matin, faites attention, vous allez voir beaucoup d'enfants de 6 ans jusqu'à plus de 16 ans qui traînent dans la rue et qui devaient être pendant ce temps en classe. Et pourtant, le texte existe, la loi existe, qui dit qu'aucun enfant ne doit traîner jusqu'à 16 ans. S'il n'est pas dans le circuit scolaire formel, il doit être orienté dans une structure professionnelle d'apprentissage. Pour avancer donc sur la question, nous devons nous défaire de cet inconscient collectif négatif où a mariné notre mental depuis des siècles. Un traitement collectif qui nous concerne tous, femmes et hommes, et qui consiste en une prise de conscience individuelle et globale en vue de la transformation de l'inconscient collectif négatif actuel en inconscient collectif positif, réel et actif. Intégrer une nouvelle norme dans notre mental, donc, en retenant le fait que la Chine et la Corée du Sud étaient au même niveau de développement que les pays africains francophones au moment de leur indépendance en 1960. J'ajoute que la Corée du Sud, vous l'avez écrit, avait le même PIB que le Sénégal, je n'ai pas lu, je l'ai de mémoire et tous les Sénégalais le savent, avait le même PIB que le Sénégal en 1960. Aujourd'hui, la Corée du Sud nous vient en aide au développement. Et la Chine, qui était au même niveau que nous en 1960, est passée en rang de puissance, voire de superpuissance. Alors, il faut que les jeunes Africains rêvent de la grandeur de leur pays, où se trouve leur place, au lieu de prendre le chemin de la Méditerranée qui est leur cimetière. Tel est mon combat, c'est Mme Dossa qui parle, tel est mon combat que j'espère gagner avec la contribution de tous, hommes et femmes confondus, les enseignants en tête de peloton pour un 21e siècle qui sera celui de l'Afrique, où la femme réhabilitée aura sa place dans la société pour le décollage effectif des pays africains. Je vous remercie. C'est Mme Dossa qui parle. Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez écrit ici. Merci, Dieu. merci. Ah, voilà. Dieu, ah d'accord, Dieu Rengen Dieu, voilà. Voilà. Voilà donc nous venons d'entendre le discours de Mme Dossa, un discours plein de significations qui résume un certain nombre de problématiques, qui revient sur un certain nombre de problématiques de développement liées au développement de l'Afrique de façon générale, les enjeux de la scolarisation des filles, l'apprentissage des jeunes, qui est une problématique véritablement importante pour le développement de l'Afrique. Parce que tout le monde sait qu'aucun pays ne peut se développer sans s'appuyer sur sa jeunesse. C'est un processus de renouvellement des générations. Et si une génération mal formée arrive, quelles que soient les performances de la génération qui était là, tout périclite et on revient encore à la case départ. Donc, l'éducation des filles et des garçons est un enjeu national pour tous les pays africains. Elle a également abordé une question, l'intelligence, la question de l'intelligence, la question qui inhibe les pays, les Africains. On nous fait croire qu'on n'est pas intelligent. On nous a fait croire à ça depuis très longtemps, depuis la colonisation, et ça continue malheureusement après les indépendances. On nous a fait croire qu'on n'était pas intelligent. On nous a fait croire qu'on n'était pas capable de se développer. Plein de choses que Mme Dossa a évoquées dans ses livres pour redonner du courage à l'Africain, mais également lui rappeler avec des preuves scientifiques, n'oubliez pas que les scientifiques, preuves scientifiques à l'appui, que nous avons l'ADN de l'Africain et c'est cet ADN-là qui a fait le monde. Parce que vous retrouvez cet ADN partout dans le monde. Elle a abordé le problème des programmes africains, des programmes scolaires. Elle a évoqué le cadre de Madagascar.
Mais il n'y a pas que le Madagascar, c'est partout en Afrique. Je suis également analyste des curricula. J'ai fait un certain nombre de recherches sur la problématique des programmes africains. Mais dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'on copie plus qu'on ne crée. On copie la France plus qu'on ne crée. Je vais vous donner l'exemple de l'enseignement élémentaire. Au niveau de l'enseignement élémentaire, il y a un exemple très banal. On apprend au CI et en grande section aux enfants à saluer une personne, ce qui n'est pas mal. Mais on lui apprend aussi à marchander. Combien coûte cet objet? On lui apprend également à demander une adresse. J'ai dit dans un de mes articles, mais ça, on a copié ça uniquement de la France. Vous allez voir qu'il existe un programme en France qui dit exactement la même chose. Mais ce programme n'est pas destiné aux enfants, c'est destiné aux adultes européens, étrangers qui arrivent en France. Et d'où vous avez pris ça, vous, Aux adultes étrangers qui arrivent en France et à qui on doit apprendre le français. Les immigrés. Les émigrés. Oui. On prend ce même programme, on calque le même programme pour les enfants du préscolaire et de l'élémentaire. Pourquoi apprendre à un enfant du préscolaire et de l'élémentaire demander une adresse? J'ai dit dans mon article un enfant de grande section qui a une fois rencontré un enfant de grande section dans la rue en train de demander une adresse. Où se trouve le quartier de Gueule-Tapée? Grande section. Où est-ce que vous avez rencontré un enfant de grande section au marché qui est venu faire ses achats et qui dit combien coûte tel objet? Vous allez au niveau du collège, au niveau du lycée, parce que j'ai également enseigné dans ces ordres d'enseignement, vous retrouvez les mêmes problématiques. Donc la question est importante, il faut réfléchir. Et ces manuels que vous voyez posent cette problématique, renouvellent les thématiques et relancent la réflexion. Je ne suis pas toujours d'accord avec Karl Marx, mais je suis d'accord avec lui quand il conçoit la société comme un bâtiment, avec une fondation, structure de base et une superstructure, les murs et autres. Il dit que dans cet édifice, c'est une métaphore, dans cet édifice, la base c'est l'économie. Qui dit économie dit tout. Le matin, quand on se lève, qu'on soit capable d'avoir du pain, que les enfants aillent à l'école, que la maman aille au marché, trouve le nécessaire, revienne à la maison, que quand on est malade, qu'on se soigne. C'est ça l'économie. Maintenant, il dit, au-dessus de cette économie, il y a l'idéologie qui permet de porter cette économie. Mais cette idéologie doit être une orientation de la base. Il doit être orienté vers la base. Il doit porter la base. Autrement, ce que nous trouvons dans les livres, les manuels scolaires, vous avez l'enfant noir, Camara Laye, Sous l'orage, Sédou Badian, des livres excellents, mais qui ne parlent plus de la société d'aujourd'hui. C'est des livres qui ne parlent plus de la société d'aujourd'hui. Alors, si vous lisez les livres de Madame Dossard vous parle de notre société. Et je continue avec Max qui dit, cette réflexion que vous êtes en train de faire au-dessus de la structure de base, l'économie, doit parler de notre réalité, doit orienter les réflexions vers l'action prospective, ce qui nous fait avancer. Mais aujourd'hui, quand vous allez au niveau du collège, au niveau du lycée, on nous donne des livres qui n'ont rien à voir avec la réalité de notre société. Et c'est là où il faut réfléchir. Je ne veux pas monopoliser la parole parce que le temps est court, mais je remercie encore une fois Madame Dossard pour son discours et je vous demande de l'applaudir encore une fois. Et merci pour la pertinence du discours et également la clarté. À présent, il y a une liste qui est ouverte pour les questions, mais également pour les contributions, si nécessaire. Et c'est le dernier point de la cérémonie. Après ce point, nous allons passer à la collation. Il y a également une liste pour ceux qui aimeraient laisser leur contact, prénom et nom, adresse email, téléphone, pour entrer en contact plus tard avec Madame Dossard parce qu'elle vous recontactera si vous vous inscrivez sur sa liste. Voilà donc, on vous écoute si vous avez envie de... Voilà, c'est monsieur Ndiaye. On peut le faire à main levée, on n'est pas nombreux, voilà.
On n'est pas nombreux. Allez, M. Ndiaye, allez-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir professeur. Et bonsoir Madame Eugénie. Alors moi je suis très ravi aujourd'hui d'être là à cette cérémonie de présentation de l'œuvre littéraire de Madame Dossa. Et je pense que c'est la 3e fois que nous rencontrons. Je la remercie surtout pour avoir fait un déplacement jusque chez nous, dans notre profond Djahaï, à Kermassar, pour nous dire merci et nous présenter ces manuels et nous inviter à venir assister à cette cérémonie. Alors nous sommes vraiment ravis et nous lui souhaitons plein succès. À mes côtés, je suis là accompagné de 2 maîtresses. Les autres avaient voulu venir, mais nous savons maintenant que le système est également essentiellement composé de dames. Donc il y a les charges familiales qui sont là. Et ceci nous plonge dans son œuvre littéraire, dans son combat de tous les jours. C'est les dames qui font le monde, et moi je le crois. C'est les filles qui font le monde. Si les filles sont bien éduquées, si les filles sont bien encadrées, c'est elles qui plus tard vont devenir des femmes, comme elle a dit, des épouses et des mères. Alors, nous lui souhaitons encore plein succès et dire que c'est des œuvres qui en réalité sont venues au bon moment. Moi, j'ai eu à parcourir les comètes de Soava. Je l'ai parcouru et j'ai compris un tout petit peu l'engagement qui sous-tend cette production littéraire. Parce que ce n'est pas facile d'être africaine, d'abord, d'être écrivaine africaine, et également de pouvoir se mouvoir dans un continent qui a cet art, qui a voilà, tout ce qu'on pourrait dire, mais comme un peu de négatif. Mais je pense que si le combat est déjà lancé, et nous enseignants, nous directeurs d'école, nous disons entre guillemets porteurs de voix, nous allons nous lancer dans ce combat. Oui. Et nous nous battons tous les jours. En tout cas, là où nous sommes, moi je suis un petit directeur d'école. Déchargé mais surchargé, parce qu'étant également coordinateur des directeurs d'école de la zone de Djahaï, point focal au niveau de Kermassar et dans plein de sauces. Vous voyez, en tout cas nous sommes dans le combat et je pense que nous y resterons pour le développement de l'Afrique. Et c'est un parcours très riche, hein? Quand tout de suite elle a failli, je ne sais pas, avoir un hockey ou bien cet étouffement-là, ça montre un tout petit peu son degré d'engagement. Parce que ce n'est pas facile de dire des vérités et des vérités qui sont vraies et des vérités qui sont mal à dire. Ce n'est pas facile de parler de soi. Tout cet art-là, c'est nous, hein? Parce que nous sommes en réalité africains. Mais vraiment, je ne vais pas trop tirer. Que des mots de remerciement. Que des mots de remerciement. Encore une fois, madame, merci. Et nous vous souhaitons plein succès dans ce chantier. Et qui, Inch'Allah, va aboutir. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Fatou Mourat et j'ai connu Eugénie à travers une amie et c'était un long parcours qui m'a mené à elle parce que je vous raconte l'anecdote parce que c'est important. C'était une fois où j'étais dans le 18e où c'était la première fois que j'allais là-bas, je connaissais personne et à la fin de la foire qui a été anticipée,
je n'avais pas d'endroit où aller. À Paris, si tu ne connais pas les gens ou si tu n'as pas un endroit où aller, tu es perdu. Et donc, du coup, en soirée, je me dis, je vais aller où? Ce n'est pas encore le moment de mon départ. Je suis perdue. Et en ce moment, dans le cadre de cette foire, il y avait des accompagnatrices. Et c'est une d'entre elles qui m'a dit, écoute, on va trouver une solution, et qui m'a aidé à transporter mes bagages, parce que c'était quand même 2 grosses valises, pour quitter le 18e et aller au centre de Paris. Et par chance, j'ai eu une amie qui m'a dit, tu es où? Je lui ai dit, je suis au 18e et j'ai nulle part où aller. Et elle me dit, tu sais très bien que tu peux venir chez moi. Donc elle m'a aidé, l'amie qu'on a en commun, Florence, à transporter de lourdes valises du 18e au centre de Paris, où je suis allée tranquillement m'asseoir. Et c'est Florence qui m'a mis en rapport avec Eugénie. Et Eugénie, elle m'a bluffée pour plusieurs raisons, parce qu'elle est venue à Dakar, elle est passée me rendre visite. Quand je l'ai vue, la première impression que j'ai eue, j'ai dit, comment une dame aussi respectable, aussi peut s'intéresser à une personne aussi simple que moi. Et au cours de nos discussions, j'ai découvert une personne tenace. Moi, c'est le mot que je garde en elle. C'est une personne qui est déterminée. Et moi, ce que j'apprends d'elle, au-delà des plusieurs livres que j'ai lus, c'est que quand on veut quelque chose dans la vie, on peut y arriver. Quel que soit son statut, quel que soit son âge, quelles que soient ses croyances. Donc c'est cette détermination que je ressens dans chacun de ces livres. C'est cette fougue-là. Et pour moi, ça va être un tremplin dans tout ce qu'on fait. Voilà, donc c'est le message que je voulais partager et dire que c'est une personne formidable. Voilà, merci, bonsoir à tous. Je m'appelle Madame Fall Dumandong. Je suis vraiment ravie d'être là parmi vous aujourd'hui. Très honorée donc d'avoir été invitée à cette cérémonie. Je suis d'autant plus séduite que je suis professeure de français dans un lycée. Et quand j'ai entendu Madame Eugénie vraiment nous tracer son parcours, d'abord à travers la présentation que M. Gueye a fait de lui, aussitôt je me suis dit, pourquoi chez nous en Afrique de manière générale, dans les systèmes éducatifs, pourquoi l'on ne cherche pas à promouvoir toutes ces ressources humaines qui regorgent vraiment de potentialités et qui pourraient servir de viatique à nos jeunes. Alors, quand j'ai écouté donc la présentation de M. Gueye d'abord, avant même que Mme Eugénie ne prenne la parole, aussitôt j'ai compris la dimension, comment on appelle encore, universelle même de cette dame. Toute cette richesse donc qu'elle a en elle et qu'elle présente à travers son œuvre. Alors, en tant que professeur de lettres, enseignant la littérature, je revois à travers son parcours, à travers sa bibliographie, toutes les thématiques que nous débattons avec nos élèves au lycée. Et pourquoi? Pourtant, c'est la première fois que j'entends parler de son nom. C'est la première fois que je découvre cette merveilleuse personne, cette personne aussi riche du point de vue de son parcours personnel que de ses connaissances. Alors je me dis, alors sur quoi est-ce qu'on se base en Afrique pour concevoir des programmes? Et là, je reviens à la remarque de M. Gueye tout à l'heure. Nous avons des programmes tellement redondants, à la limite inutiles, alors qu'à côté, on a tellement de choses à apprendre à nos enfants, à nos élèves, et qui ne sont pas du tout valorisés. Et c'est vraiment désolant. Alors, quand M. Gueye a présenté Mme Eugénie, alors ce que j'ai découvert déjà en elle, c'est une écrivaine très réaliste, qui s'inspire d'un vécu, de la réalité qui l'entoure, pour écrire. Je ne vous ai jamais lu, mais à vous entendre parler, à entendre M. Gueye faire votre présentation, j'ai su que vous n'avez pas tiré vos sources, vos thèmes du néant, mais vous vous êtes tout simplement basé sur ce qui vous entoure, la réalité qui est là autour de nous, qui interpelle tout le monde pour concevoir vos œuvres. Et ça m'a vraiment impressionné, ça m'a vraiment touché. Et je vois en vous un écrivain, ou bien une écrivaine, pour personnaliser, très réaliste. Très réaliste dans la mesure où M. Gueye a dit que vous êtes scolarisé à partir de 8 ans. C'est un problème crucial en Afrique. C'est un problème aujourd'hui qui représente une entrave dans nos sociétés africaines. Si l'on sait que dans les milieux les plus reculés, la scolarisation des filles pose un énorme problème. Et que nous sommes là à nous atteler sur des détails, alors que l'essentiel n'est pas encore acquis.
Et je pense qu'aujourd'hui, on devrait vraiment se tourner vers des personnes ressources comme vous pour enrichir davantage nos programmes, qui encore, je reviens, sont redondants, à la limite même inutiles. Donc je vois en elle une écrivaine vraiment réaliste, qui parle de la scolarisation des filles, qui touche également à la question des enfants de la rue. M. Gueye l'a dit tout à l'heure. C'est un problème qui nous interpelle tous. Mais il faut également creuser plus loin. Pourquoi ce problème demeure et perdure, alors que dans nos politiques, on ne cesse de nous parler du combat qu'il faut mener pour tout simplement faire de sorte qu'il n'y ait plus d'enfants dans la rue. Mais pourquoi ils sont encore là? C'est la grande question qu'il faut se poser. Et je pense que c'est une question de politique. C'est une question de volonté politique. Et que la question doit être résolue au plus haut niveau. Ce n'est pas à nous, Africains lambda, qui allons régler ce problème. Parce que ce problème est lié à une réalité économique. Nous sommes dans une société où la pauvreté est accrue. Tout le monde voudrait voir ses enfants à l'école. Mais est-ce que tout le monde a la possibilité aujourd'hui d'envoyer ses enfants à l'école? On nous dit qu'il faut mettre les enfants à l'école. S'ils ne sont pas dans le système formel, on peut les mettre donc dans de petits métiers, etc. Mais à condition que le parent qui se lève le matin, qui regarde ses enfants, ait de quoi leur donner à manger. Si le parent peine à trouver le pain quotidien, comment voulez-vous qu'il assure une bonne éducation à ses enfants? Moi, de plus en plus, je suis presque à ma 20e année d'enseignement, mais je dis à mes collègues, j'ai mis beaucoup d'eau dans mon vin. Au début, j'étais du genre très fougueux, qui s'attaquait aux élèves qui venaient en retard, qui venaient mal habillés, etc. Mais en m'approchant un peu plus d'eux, j'ai compris que la réalité est tout autre. Il faut vraiment comprendre le background social dans lequel nous viennent certains élèves pour comprendre que c'est un problème qui est très accru et dont la résolution donc n'est pas attendue à demain. Parce que c'est très compliqué. Les enfants vivent dans des situations difficiles. On les taxe de délinquants, on les taxe de tous les noms, mais en réalité c'est de pauvres victimes. Et les parents qui laissent également leurs enfants dans la rue, pour moi, ils n'ont pas le choix. Tout parent aimerait voir un jour ses enfants scolarisés et voulait également nourrir le rêve de les voir un jour réussir pour pouvoir tout simplement continuer à assurer la relève. Et là donc, en parlant de l'écrivaine réaliste, je vois également derrière cette personne une écrivaine très engagée, qui mène des combats vraiment qui devraient être les nôtres, c'est-à-dire le défi de l'éducation. Il nous faut tous, c'est une question qui nous interpelle tous. Nous tous, nous avons donc notre partition à jouer dans cette question de l'éducation. C'est dommage, nous ne sommes pas dans les instances de décision. Nous faisons des remarques concernant les programmes tous les ans, mais malheureusement, c'est des conclusions qui dorment dans des tiroirs. Et là, encore une fois, là, je vous interpelle, je pose une question. Quelle stratégie vraiment devrons-nous mettre en place pour que les choses puissent changer un jour? Et au-delà de l'écrivaine engagée, je vois également une visionnaire. Celle-là qui préconise déjà des solutions à tous ces maux qui gangrènent la société africaine et qu'elle a énumérés. La scolarisation des filles, le mariage précoce, le mariage d'intérêt, ces jeunes gens également qui se livrent à l'aventure de l'océan. Quelles sont vraiment les stratégies aujourd'hui qu'on devrait mettre en place pour arrêter vraiment ce fléau qui entrave le développement de l'Afrique? Je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Et je souhaite la bienvenue à tout le monde. Je suis arrivée tôt mais en retard. Voilà, je remercie Madame Dossa et Monsieur Gueye, si j'ai bien compris, qui l'accompagne. Donc, je vais rebondir sur l'intervention de Madame la professeure qui s'interroge. Et puis, bon, pour moi, c'est une inquiétude. C'est mon avis, je ne suis pas enseignante. Je pense peut-être qu'il faut aller de la base en remontant. Parce que ce que nous constatons, c'est que, bon, ceux qui font les programmes, ils le font par rapport à leur culture, à leur époque. Mais si aujourd'hui, Madame le professeur du lycée se mettait à se demander et à demander à ses élèves ou à ses étudiants qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire, peut-être que là, pas vous seulement, mais puisque vous avez des structures pour remonter,
vous aurez pu peut-être recueillir les avis de cela et faire remonter. Parce que quand ça vient d'en haut, ça a tendance à étouffer. Au lieu d'émerger, ça étouffe. Alors moi, je pense que c'est à votre niveau, vous qui êtes actrice et acteur de l'éducation, de la formation, d'écouter les enseignants pour savoir ce qu'eux, ils attendent de la société. Parce que souvent, nous leur faisons porter des fardeaux vraiment dont ils sont incapables de les porter. Ce que M. Gueye a vécu il y a 20 ans, si aujourd'hui il doit l'inculquer à ses enfants qui vivent 20 ans après, je pense qu'il y a un déphasage. Et la réalité dont parlait Madame par rapport à Madame Dossa pour ses écrits, je pense que c'est à revoir, mais au niveau scolaire. Voilà. Là. Donc, je remercie encore l'Assemblée et je suis un peu désolée du nombre qui est là, vu l'importance vraiment de ce débat. Peut-être qu'une autre fois, il faudrait qu'on prenne beaucoup plus de temps d'inviter même les élèves. Vous-même, vous invitez vos élèves, qu'ils viennent écouter, qu'ils viennent poser leurs questions, qu'ils viennent s'ouvrir et ouvrir aussi, nous ouvrir à leurs horizons pour que nous soyons au même niveau qu'eux. Voilà, merci beaucoup. Et bonsoir, c'est Madame Diouf. Madame Ndiaye Ngilan Diouf. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Madame Eugénie. On remercie tout le monde. Et je suis Ngilan, je viens de Diakhaï, je suis enseignante. Voilà, ce qui me concerne vraiment, on félicite d'abord Madame et pour son engagement. Son engagement vraiment. Et il y a un point vraiment qui me tient à cœur, c'est le fait que quand vous parlez de la puissance de l'invisible, là je sens qu'une personne doit avoir confiance en soi. Être africain, c'est pas d'être le dernier ou bien d'être la dernière. Pour moi, c'est de combattre et aller de l'avant et avoir une confiance vraiment en soi. Et en plus, quand vous parlez des problèmes sur la scolarisation des filles, il y a un point que je trouve souvent sur le terrain. Étant une responsable sur le genre, responsable de la cellule genre dans mon école, souvent on rencontre des enfants qui ne sont pas déclarés à la naissance. Et ceci fait un bloc. Souvent l'enfant ne fait pas l'examen parce qu'il n'a pas de papier. Il y a aussi les problèmes, comment dirais-je, la pauvreté aussi qui est là et qui joue aussi son rôle. L'enfant n'a pas souvent de fournitures scolaires. Il y a des problèmes aussi de la déperdition scolaire. Les enfants la déperdition scolaire. Les enfants qui viennent à l'école, au CI, quand on voit le nombre de filles qui arrivent à l'école au CI, avant qu'on aille au CM2, il y a ces enfants-là qui quittent l'école et qui vont dans les travails ménagers et consorts, ou bien qui ont des mariages précoces et consorts. Donc vous voyez, donc il y a ce taux d'abandon aussi, au niveau des enfants qu'on remarque. Et aussi on voit que l'enfant au primaire, les filles sont souvent devant. Mais une fois au CM, au lycée, la tendance tend à descendre parce que pratiquement les enfants quittent l'école pour aller... quittent l'école, je ne sais pas, les causes sont nombreuses. Les causes sont vraiment nombreuses. Et vraiment, on vous remercie aussi, Madame Eugénie, de nous avoir vraiment invités. Et on est là et on vous souhaite vraiment bonne chance pour le reste. Au blocage, je commence par le blocage de certains élèves à l'école. On va aborder aussi les élèves qui quittent l'école, le problème de l'abandon, le problème du blocage et de ceux qui quittent parce qu'ils ne trouvent pas leur intérêt dans ce qu'on leur enseigne.
Pourquoi? Parce que nous avons 7 formes d'intelligence. Dans les programmes classiques actuels, on pense que sont intelligents seulement ceux qui répètent comme des perroquets ce que nous apprenons à l'école. Et c'est les perroquets qui réussissent. Puisque nous répétons, ceux qui répètent bien réussissent ont les diplômes. Mais ceux qui calent en chemin, ils ont d'autres formes d'intelligence qu'on n'a pas su détecter en eux. Ils ont l'intelligence de créativité. Ils ont l'intelligence des doigts, de produire. Mais ils n'ont pas l'intelligence de perroquet. Donc on dit, on lui donne 5 sur 20 ou 2 sur 10, on finit par l'exclure. Alors qu'il a d'autres compétences qu'on n'a pas su détecter en lui. Ces enfants-là, quelqu'un a déjà abordé la question, il faut les approcher, discuter avec eux. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans la vie? Et c'est là que ce qu'il a au fond de lui, il va le sortir aussi bien à ses parents qu'aux enseignants et on va l'orienter selon ses désirs. Mais si on le force à faire un truc qu'il ne veut pas, il va échouer. Il va échouer, soit lui-même quitte avant, soit on finit par le mettre à la porte. Mais ce n'est pas la solution. Donc, il faut savoir que nous avons 7 formes d'intelligence. Ce n'est pas que l'intellectuel qui a l'intelligence, non. Il y a d'autres formes d'intelligence qu'il faut savoir détecter dans les enfants. Quand ils commencent à caler, là, il faut les approcher, discuter avec eux. Vous allez découvrir qu'ils ont de la vie une autre idée que l'idée qu'on veut lui faire accepter. Pour ceux qui s'habillent mal pour venir à l'école, ça c'est le problème de la pauvreté des parents. Et ceux qui viennent en retard ou qui manquent les cours, ils doivent aider les parents à la maison à vendre ou à faire des trucs avant de venir. Moi, j'avais tout le temps peu mieux faire dans mon carnet. C'est pas que je ne peux pas avancer, mais je n'avais pas le temps. Je vendais, je faisais les deux. J'allais à l'école et je vendais avec ma mère au marché. C'est la condition pour qu'elle m'inscrive. Elle a élevé seule 4 enfants. Donc, elle a mis les 2 grands. À l'école, elle paye. Elle me dit, toi, comme tu habites dans le commerce là, reste avec moi. J'ai dit, oui, je vais rester avec toi, mais je veux faire des études et avancer. Elle dit, bon, je paye, mais tu m'aides au marché pour trouver l'argent pour payer. C'est ce que j'ai fait. Je n'avais pas excellence. Je pouvais être excellente, mais j'avais toujours peu mieux faire. Peu mieux faire, ça veut dire moyen. On sent en moi que j'ai des capacités, mais que je n'ai pas le temps. Tout simplement. Mais j'ai qu'à fait mon chemin jusqu'à m'en sortir. Et je vais vous donner un exemple de comment, si on veut, on peut arriver. Arrivé en classe de 5e, ma mère a dit, c'est mon dernier effort. Tu vas te présenter à l'entrée en 4e. Si tu réussis, tu auras une bourse pour continuer tes études. Tu ne réussis pas, tu viens définitivement au marché avec moi. Or, j'avais très envie de faire des études. J'ai mis le paquet, dormant très peu, pour réussir à ce concours. J'ai été la seule fille cette année-là. Sur 400 admis, j'étais la seule fille sur le territoire béninois. La seule. C'est ça qui m'a permis de continuer les études. Sinon, en classe de 5e, c'était fini. J'étais douée en commerce. J'étais douée en commerce. Quand maman me mettait au marché pour vendre, quand elle me disait vends la pièce à 2300, je vendais à 2500. Et la différence était pour ma poche. J'avais ma banque à la maison. Je n'avais pas 10 ans. Donc quand je disais le prix aux gens, les gens me regardaient, ne pouvaient pas penser que j'ai augmenté le prix. Et ils voyaient en moi un ange qui disait la vérité, donc ils payaient. Alors que la différence était pour moi. C'est pour dire quoi? Que dans la vie, on peut faire plusieurs choses. On nous fomente pour être instituteur, pour être professeur, pour être ceci, mais on peut faire d'autres activités parallèlement. On peut faire autre chose parallèlement. En étant dans votre domaine là,
ayez la curiosité d'augmenter votre niveau en prospectant d'autres domaines en plus de ce que vous avez. C'est enrichissant. Ce n'est pas que enrichissant financièrement, mais intellectuellement, c'est enrichissant et ça vous maintient jeune. C'est ça l'un des secrets. Hein? Ça vous maintient jeune d'être tout le temps en train de réfléchir comment je vais faire ci, comment je vais faire ça. Parce que la routine vieillit. Vous êtes dans la routine. Vous vous couchez ce soir, vous savez ce que vous avez demain, etc. Donc, vous ne réfléchissez plus. Hein? Lundi, mardi, mercredi, dimanche, c'est la routine, vous savez. Alors que, en enrichissant votre vie, en cherchant, hein, en même temps, vous menez votre chemin, mais comment aider l'autre aussi à évoluer? Pourquoi est-ce qu'il y a cette situation dans nos pays? Donc là, j'ai évoqué la question des 7 intelligences. Mais il y a une question capitale qui est maintenant qu'il faut qu'on arrive à faire changer nos programmes d'études pour avancer. C'est un combat difficile, hein. Ça ne va pas être facile, mais c'est notre salut. C'est par là notre salut. Donc, quelle stratégie? Je pense qu'il y a de temps en temps des femmes ministres de l'éducation, non? Donc que les associations de femmes se saisissent de cette idée, qu'on change de paradigme aussi. Et on demande une rencontre à la ministre de l'éducation et on lui dit, Madame la ministre, vous savez, on a réfléchi à notre société, on pense qu'on pourrait faire aussi ceci pour avancer. On pourrait faire cela pour décoller. Et sans agressivité, vous avancez l'idée. Parce que les autorités n'aiment pas qu'on leur donne les idées. Ils pensent que vous voulez leur faire des choses à leur place. J'ai eu l'exemple, en 69, on était au Bénin, le pays qui produisait plus de bacheliers. On n'avait pas d'université. Les Béninois étaient à Dakar. Dakar, c'est leur nid, hein. C'est le nid des étudiants béninois. Brazzaville, Union soviétique, France, Canada, Côte d'Ivoire, Brazzaville. On était partout, sauf au Bénin. On n'avait pas d'université. J'étais l'une des responsables du puissant mouvement des élèves et étudiants l'UGED. Alors j'ai suggéré à mes amis, il faut qu'on voit le président, qu'on lui propose, qu'on lui suggère de créer une université au Bénin pour empêcher que dès qu'il y a un mouvement étudiant dans un pays, les premiers étudiants renvoyés, c'est les Béninois. Parce qu'on dit que c'est eux qui allument les cerveaux. Donc on les renvoie. Donc on a rencontré le président qui était Zissou à ce moment-là. On lui a dit respectueusement hein, qu'on pense qu'il est temps que le Bénin aussi ait son université. Il a dit, ah, ça c'est une bonne idée. Alors je vais vous rappeler pour qu'on approfondisse. On est parti, il a envoyé les policiers pour nous tuer. Alors les premiers qui ont commencé à être arrêtés ont envoyé les messages aux autres. Allez vous planquer parce que le président cherche à nous tuer. Il a envoyé une milice aux Zaïre pour apprendre comment on tue discrètement les opposants. Quel opposant? On demande une université. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Dis-nous, foutez-moi la paix. Non, il a fait une émission à la radio en disant qu'il a reçu une délégation de garnement qui était venue lui parler de ce qui n'existe pas et qui devrait exister. Donc, nos photos étaient distribuées partout pour qu'on nous amène morts ou vifs. Et moi, j'ai traversé tout ça. J'étais déguisée en vendeuse de charbon. Et avec les pagnes là, les gros paniers, je mettais les tracts dans les paniers. J'étais grosse comme ça avec mes tracts que je distribuais. Mon panier de charbon avec les tracts dedans pour distribuer dans toutes les écoles. On a réussi comme ça à avoir les parents d'élèves, les élèves et les enseignants dans notre camp. Et après, les militaires, on a paralysé le pays en 69. La grève a paralysé le pays. Notre cause était juste. Notre cause était juste. On s'est battu et c'est lui qui est tombé. Le président est tombé
Et on a eu l'université aujourd'hui. Une grande université. D'abord à Calavi, ensuite dans chaque département, il y a une université. Donc dans tout, il faut des sacrifices. Nous, on s'est sacrifiés. C'est après ça qu'ils m'ont chassé du Bénin, ils m'ont envoyé en France. Ils m'ont dit ou Dakar ou Paris. J'ai dit Paris. Parce que je connais l'histoire de Dakar. Les gens qui ont fait... avant, ça s'appelait comment occidentale française. Le nom de l'université. Cheikh Anta Diop, c'était... L'université de Dakar. Non, non, il y avait un nom à l'université de Dakar avant. C'était pas Cheikh Anta Diop. C'était un institut. Non, c'était l'université de Dakar, même qui signait les bacs dans les autres pays africains. Donc, enfin bref, j'ai choisi Paris et je suis parti. Mais je n'ai pas déposé les armes à Paris. J'ai continué de me battre à Paris. Donc, dans tout succès, il y a toujours des sacrifices. Ce que nous allons entamer là, avec les directeurs d'école, les enseignants, les parents d'élèves et même les professeurs, tous ceux qui ont compris que le système actuel qui produit des diplômés sans emploi, qui ne correspond pas à nos réalités, il faut qu'on change. Il faut qu'on change, il faut qu'on trouve tous les moyens d'approcher les autorités. Même quand vous allez parler comme nous, on en parlait au président, on va croire que vous êtes des garnements. Vous voulez bouleverser les choses. L'ordre établi qui a marché jusque-là, ça marche. Regardez les résultats. Hein? Regardez les résultats. Il faut que ça change. Donc, chacun est un vecteur d'information à travers vos associations. Vous demandez des audiences au ministre de l'Éducation. Et chaque association parle à d'autres associations. Et une coalition d'associations sur le programme à changer pour que nos pays décollent. Bon, tu complètes? Oui, c'est bon. Donc, merci Madame Dossa d'avoir répondu à ces questions. Pratiquement, elle a répondu à l'essentiel des questions. Mais il y a toujours une interrogation qui ne trouvera pas, des interrogations qui ne trouveront pas de réponse ici. Quelle stratégie? Comment faire pour changer les programmes, pour faire avancer les curricula au Sénégal? Comme cette question, vous l'avez posée. Elle a posé la problématique de l'état civil, de la pauvreté. Toutes ces questions qui constituent des freins. Sur la question des stratégies pour changer les programmes, j'avoue, pour avoir été gestionnaire du système éducatif comme inspecteur de l'éducation, que ce n'est pas facile. Vous savez, pour changer le programme de l'enseignement élémentaire, il a fallu dépenser 40 milliards en 2010. Et ces 40 milliards, l'État du Sénégal ne sera jamais prêt à les dépenser. C'est la coopération internationale qui a permis de changer le programme en 2010 au niveau de l'élémentaire avec le nouveau curriculum. Il y avait l'aide de la Banque mondiale, il y avait la coopération canadienne. On a mis en place l'approche par les compétences. On a changé le programme. On a voulu faire la même chose au niveau du collège et au niveau des lycées. Mais au niveau des collèges et des lycées, la réforme n'a pas été achevée. Vous en savez quelque chose? Pourquoi? Parce que les partenaires étrangers se sont retirés. Ils ne financent que l'enseignement élémentaire. Ça aussi, c'est une chose que je vous dis. Les partenaires étrangers, la Banque mondiale, l'OIF, rarement l'OIF, la coopération canadienne, japonaise, ne financent que l'enseignement élémentaire. Rarement, il n'y a que l'USAID qui intervient au niveau des collèges. Presque rarement au niveau des lycées. Presque jamais au niveau des lycées. Vous voyez rarement des projets au niveau des lycées. À l'université, zéro intervention. Les partenaires ne financent que l'enseignement élémentaire. Imaginez 40 milliards. L'État du Sénégal, quand est-ce que l'État du Sénégal sera prêt à débourser 40 milliards pour réformer l'éducation au niveau de l'enseignement élémentaire? Faire la même chose pour le moyen, faire la même chose pour le lycée. On serait autour de 40 milliards fois 3,
dans les 120 milliards. L'État du Sénégal n'est pas encore prêt. Ça, je vous le dis. Pour avoir été un gestionnaire du système, je sais que l'État du Sénégal n'est pas encore prêt. Peut-être qu'il y aura un sursaut dans les années à venir, parce que la question de l'éducation, de plus en plus, elle devient un enjeu au niveau des autorités politiques. Ils commencent à faire une prise de conscience. Et peut-être que quand ils vont achever ce processus de prise de conscience, ils prendront les décisions qui feront la différence. Mettre l'éducation au devant. Et je pense qu'ils ont commencé. Et les années à venir, peut-être nous réservent de belles surprises en matière de réforme de l'éducation. Je sais que la réflexion va continuer. Maintenant, quand est-ce que le déclic va arriver? Madame Dossa l'a dit, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre, ça peut venir de moi. Parce qu'il faut que quelqu'un prenne une initiative, surtout les syndicats. Si vous êtes syndicaliste, je vous appelle à infiltrer votre syndicat pour imposer la question des réformes curriculaires. Au Sénégal, les syndicats sont très contents quand il s'agit de revendiquer une augmentation de salaire. Mais vous les entendez rarement sur les questions pédagogiques. Et tant que les acteurs, les partenaires de l'éducation, parce que le syndicat est un partenaire de l'éducation, tant que les partenaires de l'éducation ne s'impliquent pas, ce sera extrêmement difficile pour que l'État bouge. Elle l'a dit. Bref, voilà, la réflexion, elle est lancée. Le nombre, ma soeur, le nombre de présents, ça ne m'inquiète pas. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Après cette cérémonie, nous allons parler avec des milliers et des millions de personnes. Ils entendront ce que nous sommes en train de dire. Le message passera. On nous entendra. On fera le nécessaire pour que le message arrive à qui de droit et que nous ferons également le suivi institutionnel. Parce qu'il y a déjà un pas important qui a été fait au niveau de l'Institut de l'INEAD, l'Institut national d'études et d'action pour le développement de l'éducation, qui a autorisé 2 de ces ouvrages. Ces 2-là sont autorisés pour entrer dans le programme. Pour entrer dans le programme du Sénégal. Ça, c'est déjà une avancée importante. Nous allons donc continuer la médiation au niveau institutionnel, mais vous qui êtes présents ici aujourd'hui, vous êtes chargés d'une mission. Chacun ici sera un missionnaire devant ses pairs, devant vos élèves. La révolution peut partir de vos classes du lycée, ça peut partir de votre école, auprès de vos collègues. Vous sensibilisez vos collègues. C'est comme ça que nous allons avancer, parce que ce n'est pas un travail facile. Oui. Mais il faut toujours commencer. Il faut toujours commencer. Il faut toujours commencer. Et nous sommes avec une combattante qui ne lâche jamais et qui a une énergie débordante. Nous allons suivre son rythme. Mais parfois, nous allons tenter de la dépasser pour imposer véritablement le changement au Sénégal. Si donc rien ne s'y oppose, et nous invitons tout le monde, donc s'il n'y a plus d'intervention, à passer pour une collation et à rentrer chez soi tranquillement. Que Dieu vous protège. Merci. Amis chers téléspectateurs de Télé-École, nous voilà à terme de la cérémonie de dédicace de 2 livres qui ont été présentés ici. Les livres à savoir Génie petite fille du Bénin et les comètes du Sava-Ovar. Alors j'ai en face de moi, à côté de moi, M. Ndiaye, directeur de l'école 19 Plan Jaxaay et aussi coordonnateur des directeurs d'école de Jaxaay. M. Ndiaye, quelles sont vos impressions par rapport à la cérémonie de dédicace et par rapport aux différentes thématiques qui ont été avancées ici? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Et encore une fois, un grand merci à Télé-École. La cérémonie que nous venons
d'assister est d'une importance capitale vu vraiment les thématiques développées. Parce que elle est importante pour plusieurs choses. D'abord pour l'écrivaine qui a eu l'amabilité de nous présenter deux manuels, deux ouvrages que nous avons parcourus du début à la fin. L'une portant sur sa propre biographie et l'autre qui s'intéresse à l'histoire de filles, des filles qui, en un moment de leur vie, se sont sacrifiées mais pour continuer leurs études, mais au finish qui a terminé par un drame. Et voilà cette histoire-là, carrément, mais qui nous a donné plus d'engagement à œuvrer pour la scolarisation des filles, à œuvrer pour le maintien des filles, mais également à nous battre pour le développement de notre continent d'une manière générale. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Durant cette cérémonie, il y a aussi une question qui a été avancée, c'est par rapport à la qualité des programmes dans le milieu scolaire. Étant acteur du milieu de l'éducation, que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Par rapport au programme, ce que nous pouvons dire, c'est très simple. Les programmes, je pense que ne sont pas encore finis. Parce que c'est une œuvre humaine et une œuvre humaine est toujours perfectible. C'est vrai qu'il y a des avancées du point de vue des programmes et actuellement nous sommes en train de vivre les curricula à l'élémentaire. Des études, des réflexions ont été menées pour le moyen et le secondaire mais qui restent encore achevées ou du moins inachevées. Et moi je pense que si la réflexion peut continuer, une œuvre humaine en réalité n'est jamais parfaite. Il faut toujours réfléchir afin de les améliorer. Mais l'essentiel est de les caler surtout par rapport à notre contexte, nous Africains. Parce qu'il faut, à mon avis, penser africain et agir africain. Et c'est ça qui pourrait développer notre cher continent que nous aimons bien. Merci beaucoup, M. Ndiaye. Il faut penser africain, il faut agir africain. M. Ndiaye, merci beaucoup pour cette interview accordée à Télé-École. À mes chers téléspectateurs de Télé-École, c'était votre ami, votre proche, Seydina Omar Niang pour la chaîne éducative, la première en Afrique, au Sénégal, Télé-École, la cérémonie de dédicace de deux livres importants qui, je vous le dis, c'est l'information principale. Ces deux livres, à savoir Génie, petite fille du Bénin, les comètes de Saba-Ova, sont autorisés par l'INEA à entrer dans le programme éducatif du Sénégal. Télé-École, la première télé 100% éducation en Afrique au Sénégal, au service de l'éducation.